Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations reçoit ce soir Madame Claire Bodoni, ambassadrice de France au Congo. Avec elle, nous allons parler de l'expérience de la diplomatie verte entre la France et la République du Congo, création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir monsieur. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, madame, ça fait déjà quelques années, je peux parler d'un peu plus de 2 ans que vous êtes au Congo. Qu'est-ce que vous retenez du Congo? Qu'est-ce qui vous a marqué depuis les 2 ans que vous passez au Congo? Alors, il y aurait beaucoup de choses, monsieur, mais je crois que ce qui frappe quand on est au Congo, c'est la chaleur de ses habitants. La chaleur tout court. Quand on vient d'un pays comme la France, il fait très chaud au Congo, mais surtout la chaleur de ses habitants, la beauté du fleuve. La beauté du fleuve Congo et, puisque nous allons en parler, la prédominance des arbres, du vert, de la chlorophylle. Et je crois que c'est une image qui n'est pas seulement une image d'Épinal, ce n'est pas une image rêvée, c'est la réalité des choses. On vous voit dans certaines activités, vêtues des tenues africaines, carrément. On constate qu'il y a déjà l'intégration. C'est vrai que le pagne, déjà c'est joli, c'est très confortable à porter. Vous voyez, on a interverti nos cultures. Les messieurs portent les costumes de sapeurs et les dames portent le pagne. Et c'est une très belle tradition qui existe ici au Congo, où quand la première fois que j'ai été reçue par certaines ministres, elles m'ont offert un pagne en disant c'est la tradition au Congo, donc j'en ai fait quelque chose évidemment. Merci beaucoup. Revenons à notre sujet. Cette année 2025, la diplomatie verte a été donc au cœur de l'actualité des relations entre la France et le Congo. Le Congo a participé à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. C'était en juin de cette année, bien sûr. En mai 2025, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait effectué une visite officielle à Paris et plusieurs sujets avaient été passés en revue à cette occasion, tels que l'accord du Country Package, où on va revenir sur cette expression, l'accord sur la création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale. Votre commentaire déjà sur la conférence de Nice? Alors, vous savez, on est dans une séquence, comme vous venez de le rappeler, qui est extrêmement importante et très centrée sur le changement climatique. Le changement climatique, il a des résonances partout. Il a des résonances évidemment sur nous, notre vie d'humain. On dit souvent il faut sauver la planète. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité qu'il faut sauver. La planète, elle se remettra. Si les hommes disparaissent, la planète, elle restera. Donc, je pense que sur toutes les activités que vous avez relevées, il faut vraiment remettre le sommet des Nations Unies sur l'océan dans cette chaîne. C'est-à-dire que si l'océan se porte mal, si l'océan est pollué, il y a des répercussions sur la forêt, et notamment la forêt du bassin du Congo. C'est donc un continuum. Ce n'est pas l'océan d'un côté, la forêt de l'autre, l'exploitation des activités humaines d'un troisième côté. Et donc cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, c'était un grand moment. Parce qu'on se rend compte que l'océan, qui draine toute une économie bleue, le Congo la connaît, vous avez une très belle façade atlantique, l'océan doit être préservé et il manquait d'instruments juridiques. Et je dois peut-être dire à vos téléspectateurs qui ne le savent pas que nous avons à ce moment-là présenté le traité de haute mer qui donne un droit à la haute mer et qui est rentré en vigueur grâce à la signature du Congo, qui a été le 60e pays à ratifier cette convention. Et cette convention donc rentre en vigueur. Mais il y a aussi maintenant des discussions sur le plastique, une convention plastique, parce que nous avons tous maintenant dans notre corps du plastique
qui doit nécessairement, à court ou long terme, engendrer des problèmes de santé, des santé publiques pour nous, les humains. Donc cette conférence des Nations Unies pour l'océan s'inscrit vraiment dans ce continuum, a permis la signature de ce traité de haute mer qui donne donc un droit à l'exploitation de la haute mer et qui permet d'avancer dans des règles partagées, et on espère évidemment qu'elles soient partagées le plus largement possible pour le bien commun de notre humanité. Et qu'est-ce que vous souvenez de la participation du Congo à cette conférence? Encore une fois, le Congo est un pays qui est ouvert sur une façade océanique, et vous voyez bien toutes les implications. Quand on a une façade océanique, on a potentiellement des érosions. Si je m'en tiens au sujet environnemental, on a potentiellement des problématiques de ressources de poissons. Quand il y a de la surpêche, quand la pêche est illégale, eh bien les pêcheurs locaux n'ont plus de poissons et donc ne peuvent plus nourrir leur famille. Il y a les sujets de l'activité humaine. On n'oppose jamais les activités industrielles de développement économique à la préservation de l'environnement, mais les deux peuvent se faire ensemble si on respecte des normes. Et donc toute la production, notamment gazière, pétrolière, elles ont à obéir, et elles le font dans une grande majorité, à des règles qui permettent une exploitation industrielle nécessaire au développement du Congo et la préservation de cette grande façade. Vous avez au Congo des tortues marines en très grand nombre, vous avez des baleines. Il faut que tout cet écosystème continue à vivre au large du Congo, et vous avez des aires marines protégées qui sont aussi des lieux de développement touristique qui commencent. Vous connaissez tous le parc de Konkwati-Douli. Ce sont des actifs au sens économique du terme qui permettent une diversification de l'économie du Congo à travers le tourisme. Mais le touriste, il ne vient pas voir une plage abîmée, il ne vient pas voir des arbres abattus, il vient voir un environnement protégé, et c'est ce que le Congo peut offrir. Alors, le Congo organise chaque année la Journée nationale de l'arbre. Il y a quelque temps, vous avez participé aux côtés du chef de l'État, président de la République, à Oyo, au planting d'arbres, par anticipation de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Alors, quel est votre commentaire par rapport à l'implication du Congo dans la protection de l'environnement? Je crois que c'est une ligne qui est portée depuis longtemps par le président chef de l'État. Et je crois que c'est une très belle image que cette journée de planting, parce que là aussi, la concentration humaine fait aboutir à des processus de destruction. Le makala, c'est nécessaire aujourd'hui pour les familles, pour cuisiner, mais ça détruit la forêt. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Et je trouve que c'est une très bonne chose de replanter à chaque fois, de se rendre compte que cette substance qui est un arbre, on peut le détruire complètement. Et donc le planting, comme on dit, est une très belle initiative, et je trouve que ça génère aussi, lorsqu'on y participe, ça génère un sentiment de fierté. Quand on plante un arbre, on sait qu'on s'inscrit dans le long terme, dans l'avenir. C'est comme quand on a un enfant, c'est pas pour soi, c'est pour l'avenir, c'est pour construire quelque chose qui va nous survivre. Eh bien, je trouve que planter un arbre, ça participe un peu de cette même idée de faire quelque chose pour l'avenir, et donc je trouve que c'est une idée magnifique. Excellence, à Paris, en mai dernier, les présidents Denis Sassou Nguesso et Emmanuel Macron se sont engagés pour le projet de construction de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale. Et à Oyo, le 3 novembre dernier, nous avons assisté au séminaire de lancement
des travaux de conception et de construction de cette académie. Lors du message du président au Parlement réuni au Congrès, le président est revenu sur ça en épinglant l'importance de cette académie. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour cette académie qui devrait normalement être régionale et internationale? Tout à fait. Alors vous avez dit beaucoup de choses déjà. Simplement, cette académie donc internationale de lutte contre la criminalité environnementale, peut-être on va faire un concours un jour pour trouver un nom un peu plus joli qui parle aux gens, parce que AILCE, ça parle à personne sauf aux techniciens que nous sommes. Mais cette académie, c'est d'abord une école nationale à vocation régionale. Vous en avez au Congo. C'est l'école Génie Travaux. NVR. Le NVR, Génie Travaux. Une NVR, c'est un dispositif particulier de coopération qui est unique sur un modèle français. Il y en a 23 dans le monde, encore une fois, dont celle au Congo. Et c'est un lieu où les personnels de toute une région, voire du monde, sur une thématique donnée, apprennent la même chose. Et ça permet quoi? Ça permet, de se rencontrer. Si vous allez à l'école Génie Travaux, sur le lieu donc de l'académie militaire, vous allez avoir des soldats de l'ensemble de la région. Donc c'est travailler ensemble. C'est la première des choses. Comment on travaille ensemble, entre voisins. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on apprend la même chose, on sait mieux se parler. Parce qu'on a les mêmes standards, on a les mêmes références. Et pourquoi c'est important? C'est que le jour où de façon opérationnelle, il va falloir travailler ensemble, on n'est plus obligé de se dire mais de quoi il parle, quelles sont ses références, quelles sont ses connaissances. Non, on a appris la même chose et les militaires appellent cela l'interopérabilité, c'est-à-dire que les gens se connectent tout de suite parce qu'ils ont eu la même culture, la même connaissance. Et lorsque on applique cela à la criminalité environnementale, quelle est l'importance? C'est que, vous le savez, au Congo, vous avez un parc dans le nord, qui est Noabalendoki, qui est sur la frontière. C'est un triangle. Vous avez la RCA, vous avez le Cameroun, vous avez le Congo. Les criminels en matière d'environnement, ça peut être du crime organisé sur la faune, mais aussi sur la flore. Sur la flore, oui. Ils traversent la frontière. Et lorsqu'ils traversent la frontière, comment on fait? Comment on les poursuit? Et ces écoles nationales à vocation régionale ont pour objectif de se faire connaître, vous savez, les éco-gardes, les forces de sécurité intérieure, les douaniers, c'est de l'interministériel, et de mettre en place aussi des process pour que ces criminels qui pensent, parce qu'ils ont traversé la frontière, après avoir volé au Congo, détruit au Congo, pensent se mettre à l'abri dans le pays voisin, il y ait un travail collaboratif sur les mêmes normes et qui permettent une coopération pour la lutte contre cette criminalité organisée. Alors, cette académie a prévu recevoir quel genre d'apprenants, quel genre de formateurs? Alors, cette académie, vous le disiez, elle a été lancée dans son concept à Oyo, et elle a été suivie d'ateliers de travail quelques jours après à Brazzaville. Pour ce genre de choses, il faut toujours prendre le temps de la construction, parce qu'il ne faut pas construire quelque chose qui ne correspond pas à une réalité locale et qui ne correspond pas à un besoin clairement identifié. Nous venons de France, on a des problématiques de criminalité environnementale aussi, notamment la pollution. C'est une grande criminalité environnementale, la pollution.
la pollution industrielle, les rejets de polluants dans les rivières, dans les mers, c'est aussi de la criminalité environnementale. Ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes problématiques. Ici au Congo, ça peut exister évidemment, mais la forêt, le braconnage d'espèces protégées, on ne la connaît pas en France. On n'a pas cette... on l'a un petit peu avec les loups, avec les ours, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc on a besoin d'entendre le partenaire congolais. On a besoin d'entendre l'ensemble des parties prenantes. Et on a beaucoup parlé des forces de sécurité intérieure, donc de la poursuite judiciaire et de la répression, mais il y a aussi nécessairement la connaissance. La connaissance de la matière, elle nous est fournie par des chercheurs, par des scientifiques, ils doivent être là. Et la connaissance et l'application et les implications sur le terrain, c'est aussi la société civile. Ce sont les habitants, ce sont eux qui peuvent parfois être menacés par les criminels. Ce sont eux qui souffrent de la disparition d'espèces qui avaient un rôle d'équilibre dans leur lieu de vie. Et donc la société civile aussi doit être là. Et enfin, il est important d'avoir les jeunes. Et probablement, les étudiants vont avoir une place dans cette académie, au-delà des professionnels qui seront en formation continue, mais peut-être des jeunes qui sont en formation initiale pour qu'ils apprennent ces mécanismes et qu'ils les dupliquent autour d'eux. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une académie. C'est un peu différent de l'ENVRGT qui est resserré sur des militaires qui sont déjà des professionnels de la chose. Cette académie est beaucoup plus large et englobe à la fois différents secteurs de la criminalité environnementale, la recherche et l'opérationnel, mais aussi différents interlocuteurs, les forces de sécurité intérieure, l'interministériel, les douanes, les écogardes, les agents assermentés en matière de politique de l'environnement, mais aussi les chercheurs, la société civile et les jeunes. En vous écoutant, Madame l'ambassadrice, certains Congolais peuvent se demander quelle est l'implication de la France dans la protection du bassin du Congo, par exemple. En partant de cet exemple de l'académie, de la création de l'académie, est-ce que la France a une politique, des projets pour la protection du bassin du Congo? C'est ce qu'on appelle le bien commun. On est loin du bassin du Congo. C'est une forêt qu'on ne connaît pas en France. Ce sont des écosystèmes qui nous sont assez largement inconnus. D'où la recherche. Vous avez au Congo deux instituts très réputés de développement et de recherche scientifique qui sont le CIRAD et l'IRD. Et votre question est complètement pertinente. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous, en France, alors qu'on a des hêtres, on a des chênes, on a des espèces que vous n'avez pas? C'est encore une fois cette notion de bien commun. On dit qu'il y a 3 poumons dans la planète, 3 poumons qui restent. Et un de ceux-là est la forêt du bassin du Congo. Et on ne dit pas que c'est le poumon de la France, on dit que c'est le poumon de la planète. Et donc si ces poumons se dégradent, c'est l'ensemble de la planète, c'est l'ensemble de l'humanité qui ne va plus respirer. Exactement. Donc c'est ça l'intérêt, c'est ça les relations internationales. C'est qu'on n'est pas resserré sur notre petit territoire, hein. On se rend compte qu'il y a des implications comme des effets papillons, très loin, mais qui ont une répercussion chez soi. Et dans ce cadre-là, la protection de la forêt, en tant que bien public mondial, comme l'enseignement, comme la santé, sont des sujets qui tiennent au cœur de la France. Et ce sont dans ces dossiers-là qu'il faut coopérer. Et on ne peut coopérer que de façon
internationale dans un cadre, c'est pour ça qu'il y a les conférences internationales qui se tiennent. Vous parliez de l'UNOC, il y a aussi à l'Assemblée générale des Nations Unies, on vient de sortir de la COP30 de Belém. Il faut que les pays du monde se rassemblent et parlent ensemble de la façon dont on règle le sujet. Donc voilà, la France et la forêt du Congo, nous sommes éloignés, mais les conséquences pour l'ensemble du monde font que nous devons travailler ensemble à la protection de cette ressource essentielle à notre humanité. Nous revenons sur le country package. C'est quoi exactement? Ah oui, c'est encore un nom, vous avez raison, c'est encore un nom qui n'est pas très explicite. Et puis en plus, il n'est pas français. Mais le nom français est tellement long, il est encore moins explicite. Qu'est-ce que c'est que le country package? Le country package, c'est un mécanisme qui permet à un pays qui s'engage à récolter un maximum de fonds pour une thématique donnée, et particulièrement dans le cadre environnemental. Le Congo a souhaité s'engager à respecter ses objectifs de protection de son environnement à travers ce que l'on appelle l'objectif 30-30. C'est toujours très compliqué en matière d'environnement. La diplomatie environnementale est à la fois multiple, aussi touffue que la forêt du Congo, et parfois totalement incompréhensible. Moi-même, j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Mais en tout cas, l'objectif 30-30, c'est assez facile. C'est avoir 30% d'aires protégées sur la surface de son pays, et avoir ces aires protégées en 2030, 30% en 2030. Nous sommes en 2025, bientôt en 2026. Donc l'objectif est très très proche. Les aires protégées, c'est quoi? Ce sont des aires dans lesquelles l'activité humaine est réduite de façon minimale, et en tout cas ne doit pas avoir de répercussions sur l'environnement. Et une des aires protégées dont on parlait tout à l'heure, c'est le parc national de Kongweti-Douly, mais il y a Ozala, il y a Noabalendoki, il y a beaucoup d'aires protégées au Congo. C'est pas facile d'avoir une aire protégée, parce que on se dit, ah zut, dans mon aire protégée, je découvre qu'il y a un sous-sol minier. Ah, je découvre qu'il y a du pétrole. Ah oui, mais j'ai dit que c'était une aire protégée. Et c'est ça qui est difficile. Comment on fait? Comment on fait pour garder 30% d'aires protégées alors que on a un sous-sol qui est particulièrement riche? Et cet engagement, il est pris de façon internationale, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a décidé de rentrer dans cet objectif à travers un traité international. Donc le country package, c'est un engagement unilatéral en marge de la COP de Dubaï, et ça a été fait de façon très discrète, peut-être trop discrète. Le Congo s'est engagé dans cet objectif 30-30. Mais on vient de le dire, ça coûte cher de protéger. Et ça peut peut-être empêcher des activités qui auraient été rémunératrices, parce que activité industrielle, extractive. Donc on a une difficulté. Et donc le sujet, c'est à travers ce country package, le Congo s'est engagé sur 4 points. C'est une déclaration politique, c'est pas très précis. Ces 4 points, un a été réalisé, c'était l'adoption de la décennie de la forestation et du reboisement qui a été adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ce point, il a été fait. Le Congo s'est engagé, nous étions à vos côtés, à New York, pour défendre cette résolution, et elle a été adoptée. À l'unanimité, moins une voix. Quand même un beau succès diplomatique. Puis vous avez des axes qui sont la recherche. Le deuxième axe, c'est la connaissance,
la transmission de la connaissance et du savoir, l'éducation à l'environnement. Et le troisième axe, c'est de travailler particulièrement à la gestion d'une aire protégée. Cet engagement a été ensuite décliné en activités, en projets, en programmes. C'est vraiment l'interministériel. Certes, c'est le ministère de l'économie forestière qui est en ministère chef de file, mais vous voyez bien que quasiment toutes les administrations congolaises sont intéressées. Donc c'est difficile de faire de l'interministériel parce que chacun a son prisme. C'est-à-dire que le ministère des hydrocarbures, le ministère des mines, ils sont intéressés au respect du country package. C'est un engagement du Congo et c'est un engagement du chef de l'État qui incarne le Congo. Donc tous les ministères derrière sont alignés à respecter ce country package. Et dans ces activités, la proposition, c'est quoi? C'est de les mettre sur la table et de faire un appel à des financements internationaux. Nous, France, nous avons contribué à cette réflexion du country package dès le début. Et nous avons dit, nous croyons à l'engagement du Congo et nous allons, à travers l'Agence française de développement, donner 20 millions d'euros pour les aider à gérer une aire protégée. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas très facile. Ouais. Donc 20 millions d'euros, on va, avec l'expérience française, avec l'expérience d'autres pays, on va travailler sur ces sujets-là. Mais sur toutes ces activités, il y a des philanthropes, des fonds privés qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup. Le problème souvent, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la ressource financière qui manque. Ce qui manque, c'est le projet. Un projet dans lequel celui qui paye va avoir confiance. Et l'idée du country package, c'est de construire des projets et de les porter à des financeurs internationaux en disant, regardez, ce projet, il est propre, il est utile, et on va avoir de la redevabilité. Ça veut dire que celui qui paye comprend comment est engagé les crédits qu'il a mis sur le projet. C'est essentiel, sinon on n'a plus confiance. Bien sûr. Et donc, nous en sommes à un moment où nous devons organiser un comité, on dit un comité de pilotage, c'est plus un comité stratégique, qui rassemblera autour de la table des grandes fondations, les fondations Bezos par exemple, qui est une grande fondation en matière d'environnement, parce que il porte ce sujet, encore une fois, de façon philanthropique, mais ça peut être d'autres pays, l'Union européenne, qui est déjà sur le tour de table, disant voilà les projets, qui est-ce qui finance quoi, qui est intéressé par quoi. Parce que le projet, encore une fois, il sera construit de façon professionnelle, inspirera confiance à celui qui a des fonds et qui dira ce projet-là m'intéresse dans ma stratégie globale et donc je le finance. C'est ça un country package. Et ce country package, vous voyez, l'AILCE en fait partie parce que c'est de la formation. Et on espère que cette académie, ce ne sera pas juste un sujet entre le Congo et la France. Ça peut être un projet qui est jugé intéressant par d'autres bailleurs de fonds et qui vont dire, bon, on ne va pas vous laisser tous les deux tout seuls à financer ça. Nous aussi, ça nous intéresse et on va participer à ce financement. Donc un country package, c'est un catalyseur de financement pour une thématique donnée qui est ici au Congo, la protection de la forêt. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Nous allons déjà vers la fin de notre entretien, mais avant de terminer, la France s'est engagée à la réhabilitation du CIFRAD. Où en sommes-nous aujourd'hui, Madame l'ambassadrice? Alors, on sort de la forêt et on rentre dans la culture. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet parce qu'il coche beaucoup de cases.
c'est le mémoriel, c'est notre histoire. Notre histoire partagée, elle existe, et il faut qu'on la prenne comme elle est. Exactement. Et il faut qu'on la pousse et qu'on en fasse maintenant ce que nous voulons. C'est l'histoire de nos anciens. Elle n'a pas nécessairement été toujours très belle, en tout cas du côté de la France, mais maintenant il faut en faire quelque chose de beau. C'est ça le mémoriel, transmettre la mémoire et la transformer pour quelque chose que nous voulons continuer à partager ensemble. Premier axe, parce que le CEFRAD, c'était le lieu de la conférence de Brazzaville. Deuxième axe, le CEFRAD, c'est un lieu de formation. Les émotions artistiques d'une grande partie des Brazzavillois, les premières émotions, elles ont lieu dans cette salle. Exactement. Et donc nous rénovons la salle. Le troisième axe, c'est la diversification économique dont on parlait tout à l'heure. Et nous souhaitons que le CEFRAD abrite un incubateur d'industrie culturelle et créative, c'est-à-dire, on va dire, une formation pour des jeunes qui veulent se lancer dans le métier, mais d'un métier donc qui leur apporte de l'argent et qui leur permet de vivre ces ateliers de formation. Et donc un artiste, il doit aussi être un homme d'affaires ou une femme d'affaires, sinon chanter, ça n'a jamais porté qui que ce soit à vivre. Donc c'est quand même tout le management financier, modèle économique autour de ça. Donc diversification économique avec cet incubateur. Et le quatrième, c'est d'avoir une résidence. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence d'artiste? C'est un lieu où des artistes du monde entier viennent au CEFRAD. Il y aura un petit appartement là, et ils viennent se sortir du monde, aller dans ce lieu et réfléchir et créer. Il y a des artistes congolais qui font des résidences en France, par exemple. Vous avez Fanatiki, qui a fait une résidence d'artiste à Villers-Cotterêts et qui, sorti de son monde, sorti de sa famille, sorti de tout cet environnement, s'est concentré et il a créé. Et on voudrait que le CEFRAD donne la même opportunité à des artistes du monde entier. Voilà, donc un CEFRAD, 4 activités. Et si vous passez sur la corniche du côté du fleuve, vous allez voir que maintenant on a mis le toit. Ça a été un gros travail parce qu'on n'était même pas sûr au début que la structure qui a été très endommagée par les érosions puisse être réhabilitée. C'était la première des précautions à prendre. Donc un architecte des Bâtiments de France est venu, il a fait l'étude de la structure, il a dit bon, c'est très abîmé, mais la structure tiendra. Donc vous avez, si vos auditeurs trouvent ce sujet intéressant, une campagne de communication qui s'appelle ICC CEFRAD. Moi je les suis sur LinkedIn, mais ils sont aussi sur d'autres réseaux sociaux. Et tous les mois, vous avez le chef de chantier qui explique ce qui a été fait, et donc on voit petit à petit le CEFRAD se reconstituer. Maintenant le sujet c'est pas seulement une maison, c'est pas seulement un bâtiment, parce que le bâtiment il s'est déjà effondré. Donc un bâtiment ça s'effondre. La durabilité c'est ce qu'on met dans le bâtiment, et la durabilité c'est la gouvernance. Il faut que ce CEFRAD soit dirigé par des gens compétents, qui ont des carnets d'adresses, qui ont de l'entre-gens. Je sais moi déjà que le monde culturel en France attend le CEFRAD. Ils veulent collaborer avec le CEFRAD. Mais pour ça, il faut beaucoup de travail, du management culturel, qui est un métier en soi, de la programmation, et encore une fois, mettre un contenu. Lorsqu'on ouvrira le CEFRAD avec, je ne veux pas gâcher le plaisir, mais lorsqu'on ouvrira le CEFRAD avec point de suspension, quelque chose qui fera plaisir
à l'ensemble des amoureux des arts. Ce ne sera pas pour le refermer 2 mois après, parce qu'on n'aura pas les sous, parce qu'on n'aura pas les personnes, parce qu'on n'aura pas les contenus. Donc le CEFRAD n'ouvrira que lorsqu'on aura la certitude qu'il y a une durabilité de cette institution, qui est une institution congolaise, et nous sommes extrêmement heureux, à un moment donné, d'avoir eu l'occasion de travailler avec les Congolais pour remettre ce joyau du patrimoine congolais en bon état et en espérant que sa vie soit la plus longue possible, et en tout cas c'est ma tâche. Donc on va se retrouver là-bas dans quelques mois lorsque et le bâtiment et les contenus seront parfaitement au point. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous sommes aussi à la fin de l'année. Oui. Un mot à l'endroit des Congolais qui vous connaissent la plupart, puisqu'ils vous voient dans les médias. Un mot aussi aux Français qui sont résidents ici à Brazzaville. Le mot, c'est Matondo. Pour les Congolais, c'est Matondo. Parce que ce que j'ai fait cette dernière année, c'était grâce à eux. Une ambassadrice, elle ne peut pas travailler toute seule, elle travaille avec des partenaires. Et les partenaires, c'est des partenaires congolais, et je les remercie, puisque vous m'avez gentiment offert cette possibilité. Parce que aussi, on a eu des réalisations, on a eu des rencontres, on a eu des très très bons moments. On a eu des moments parfois difficiles, c'est pas toujours facile de travailler ensemble, mais merci. Et puis pour mes compatriotes, alors on a des compatriotes qui sont franco-congolais et des compatriotes qui sont que français. C'est presque un peu triste de n'être que français, mais à eux, je leur dis que je suis là pour eux, je suis là pour vous, je suis votre ambassadrice. Et je les remercie aussi parce qu'ils me soutiennent. Ils sont dans un environnement que je ne connaissais pas il y a un peu plus de 2 ans et que j'ai dû découvrir. Et on peut lire tout ce qu'on veut sur un pays. On ne le connaît jamais que lorsqu'on y met les pieds. Exactement. Et c'est avec cet environnement-là, à la fois de mes partenaires congolais et de mes compatriotes, que petit à petit, j'ai amélioré ma connaissance de cet environnement et que j'ai pu mener des activités pour le bien de nos 2 pays. Et je vous souhaite à vous également de continuer à porter les messages qui sont extrêmement importants. Vous, les médias, vous avez un rôle extrêmement difficile dans un monde où on ne fait que des fake news parce qu'on veut manipuler les opinions publiques. Et donc vous avez une très grande responsabilité. Et puis pour l'avenir, portez-vous bien. Merci. Portons-nous bien. Soyez heureux, soyez forts et soyez surtout en bonne santé. Très très belle fête de fin d'année à tous et très bonne année évidemment. Merci à vous, merci Madame l'ambassadrice de nous avoir accueillis ici chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été accompagné de Armel Etokabeka qui est à la réalisation, Yann Bossati qui est derrière cette caméra, sans oublier Christelle de Marie. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion. Bonne année à vous. Au revoir. Le Diplomate TV. Ici, la diplomatie s'explique. L'actualité internationale se décrypte et le Congo parle au monde.